Vous êtes probablement au courant, mais depuis quelques années, avec l'explosion du marché du jeu vidéo, le nombre de productions a connu une courbe exponentielle au point de voir des milliers de titres venir grossir la ludothèque mondiale chaque année. En tant que développeur, ça doit être un véritable casse-tête de trouver son audience et d'avoir un peu de visibilité. Et pour le joueur, c'est une jungle dense et opaque qu'il faut défricher pour pouvoir en ressortir la meilleure perle. C'est pour ça que j'ai préparé le terrain en réalisant une vidéo sur les 18 nouvelles annonces que j'ai spotées lors de la cérémonie des Game Awards. Et si vous ne l'avez pas encore vu, foncez, il y a clairement du lourd. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et c'est également dans cette optique que je vous propose cette vidéo qui, elle, met en lumière les œuvres qui m'ont marqué en 2024. Cette liste de jeux que je vais vous partager est bien sûr éminemment subjective, mais si elle peut vous donner envie de faire ne serait-ce qu'un jeu ou au moins vous révéler des productions plus modestes, alors j'aurai atteint mon objectif. Alors je peux comprendre les personnes qui sont lasses de l'industrie, qui n'arrivent plus à se hyper ou à vibrer pour les productions. Et je pense que c'est ni triste ni tragique, c'est juste la vie. Mais pour ma part, le jeu vidéo, c'est une passion inextinguible et j'ai besoin de la transmettre. Alors vous le verrez si vous découvrez ma chaîne, j'aime être positif et partager de bonnes ondes. Ça veut pas dire que je suis jamais déçu, c'est d'ailleurs pour ça qu'en marge de cette liste de jeux que je retiens, j'en ai ajouté 5 qui n'ont pas été à la hauteur de mes espérances. Bon allez, j'ai beaucoup trop parlé, on démarre la présentation des 25 jeux que j'ai aimé faire en 2024. Je tiens à préciser que ce ne sont pas forcément des jeux qui sont sortis cette année, mais moi je les ai faits en 2024 et je vais vous les présenter en respectant la chronologie dans laquelle je les ai faits. Bien sûr, on ne pourra pas conclure la vidéo autrement que par mon GOTY. Sur ce, je vous souhaite une belle découverte. N'hésitez pas à me partager vos propres coups de cœur dans les commentaires et rendez-vous en fin de vidéo pour un petit bilan. J'ai démarré l'année avec cet intrigant Grime. Bon, en fait, je l'avais attaqué fin décembre 2023, mais je l'ai platiné le 1er janvier. Et je me rappelle que c'est une vidéo d'Exerve qui me l'avait fait découvrir, et je regrette vraiment pas du tout. Donc merci à lui. Côté dev, c'est Cloverbyte qui est à la manœuvre, un petit studio israélien, et Grime est leur premier jeu. J'aime énormément la diversité et la pluralité créative. Lorsque je découvre un jeu, une fois qu'il m'a happé par une de ses qualités, j'aime me renseigner sur son studio. Qui sont ces personnes qui ont investi des milliers d'heures dans ce projet? Qu'ont-elles fait avant? Où cherchent-elles à aller? C'est vraiment très agréable de voir un jeune studio proposer une production si solide en première intention. Alors, l'univers est un peu cryptique, la narration est avant tout environnementale, mais on a tout de même quelques petits bouts de lore disséminés ça et là dans les descriptions d'objets. Côté réal, c'est très propre et même si on sent les moyens limités pour diversifier les modèles d'ennemis rencontrés, la direction artistique est assumée et ce qu'ils font, ils le font très bien. La bande son du jeu est très qualitative et permet de bien asseoir cette ambiance étrange. Et enfin, pour parachever cette production singulière, je peux pas oublier le gameplay qui brille par son efficacité. Il est somme toute assez classique et les fans de Metroidvania devraient se retrouver dans des chaussons. Toutefois, il apporte quelques petites touches personnelles comme cette capacité d'absorption. Elle permet de régénérer sa santé, mais contribue également à alimenter le codex du jeu sur les ennemis et étoffe ainsi le lore de l'univers. A noter qu'une suite a été confirmée en développement, sans date précise pour le moment. These things, where do they come from? From all of us. From what we do to him. Can you stop it? I don't know. But he's my brother. And I would die for him. Ah là là, ai-je vraiment besoin de le présenter? Dès le premier épisode, Innocence, Asobo a réussi à instaurer une licence très forte. Ses qualités sont simples, mais tellement puissantes qu'elles parviennent aisément à masquer ses maigres lacunes. Tout d'abord, la bande son. Écoutez-moi ça. Monsieur Olivier de Rivière, un immense merci pour votre talent et toutes ces émotions. Votre musique transcende chaque scène, que ce soit dans les moments d'intensité dramatique ou dans les instants de calme angoissant. Mais trêve d'ébahissement. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la licence Plague Tale, ce sont deux jeux à date
qui retrace l'histoire d'Hugo et Amicia, frères et sœurs de la famille de Rune, des nobles vivant dans le sud de la France lors de la guerre de 100 ans, en pleine peste noire. On s'attache très vite à ces personnages qui vont vivre des événements tragiques. La grande force du jeu est sa narration, mêlant avec brio tragédie humaine et éléments surnaturels, sublimés par une bande-son magistrale. Alors, le gameplay n'invente rien et peut souffrir d'une certaine redondance sur la durée, mais rien qui n'entache l'expérience si l'on est porté par l'histoire. Si vous aimez vivre des histoires prenantes, vous attacher à des personnages bien écrits, je ne peux que vous conseiller ces 2 jeux de la série A Plague Tale, Innocence pour le premier et Requiem pour la suite. Alors ce Humanity est une véritable lettre d'amour aux fans de jeux de réflexion. Développé par un studio dont le nom, avouons-le, est imprononçable, je vous laisse jeter un œil au synthé. Le jeu a vu le jour grâce à une étroite collaboration avec Enhance Games, c'est le studio fondé par Tetsuya Mizoguchi. Alors si je parle de Mizoguchi, c'est parce qu'il laisse une empreinte assez forte sur tous les titres sur lesquels il travaille. Et là, je vais vous parler de Rez ou Tetris Effect pour ne citer que. Il est passionné par la synesthésie, c'est ce phénomène où les sens se mélangent, comme voir des sons ou entendre des couleurs. Et il transpose cette philosophie dans ses jeux pour créer des expériences multisensorielles assez uniques. Et quand on découvre Humanity, on pense immédiatement à des jeux comme Lemmings ou Pikmin, avec cette gestion de foule intrigante. Mais ce titre, il va bien au-delà. Au fil des chapitres, il introduit des mécaniques surprenantes qui bouleversent votre perception initiale des niveaux. Et ces twists apportent une forte dimension méta au gameplay qui s'étoffe constamment. Ce titre a vraiment réussi à me happer du début à la fin et à maintenir mon intérêt d'une façon que j'aurais pas imaginé, un peu à la manière d'un The Witness ou un Portal. Et en fin de compte, ce mélange d'innovation et de surprise qu'arrive à proposer Humanity, ça le place vraiment parmi les expériences les plus mémorables du genre. Enfin, selon moi, c'est vraiment du grand art. Jesus. Fuck. Just behind you! Ok, là on parle. Quand j'ai lancé Evil West, je savais à peu près à quoi m'attendre. De l'action bourrine, des vampires et autres monstres surnaturels, et un Far West revisité. Mais ce que j'ai découvert allait bien au-delà de mes attentes. Développé par le studio polonais Flying Wild Hog, essentiellement connu pour la série Shadow Warrior, Evil West se distingue par un mélange explosif d'action nerveuse et de combats dynamiques. Imaginez un western sombre où cow-boys et créatures démoniaques se livrent une guerre sans merci. Le jeu s'inspire des classiques du western, mais il y ajoute une dose généreuse de fantastique. On pense forcément à des titres comme Red Dead Redemption, Undead Nightmare ou même Dark Watch, mais ici, le gameplay brille par son accessibilité. Des mécaniques simples, des armes juste jouissives, des feedbacks percutants et surtout un plaisir immédiat à chaque affrontement. D'ailleurs, je retrouverai presque ce feeling si particulier qu'on peut avoir dans Devil May Cry en mélangeant les attaques de corps à corps et les attaques à distance. Alors oui, les graphismes ne rivalisent pas avec les AAA actuels, et son côté couloir en rebutera certainement quelques-uns, mais pour ma part, je suis vraiment très séduit par sa direction artistique. Si vous cherchez un défouloir efficace avec une ambiance unique, honnêtement, Evil West, c'est une vraie belle surprise. J'ai pris un pied fou à le platiner, et je peux que vous le recommander. En fait, c'est un peu comme un bon film de série B. Ça révolutionne pas son genre, mais qu'est-ce que c'est bon! C'était pas prévu, mais j'ai envie de distribuer quelques coups de cœur dans cette liste parce qu'il y a vraiment des jeux qui m'ont marqué plus que les autres. Si j'ai découvert ce Sanabi, c'est grâce à Atomium. D'ailleurs, si vous le connaissez pas, foncez voir ce qu'il fait. Il est passionné, il est talentueux, c'est vraiment un pur bonheur. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Alors ce Sanabi, il m'a tout de suite séduit par son mélange d'esthétique cyberpunk et de gameplay nerveux. Mais il a tellement plus à offrir. Mais bon,
Avant tout, revenons aux bases. Sanabi est développé par le studio coréen Wonder Potion, dont c'est la première production. Et même si je parle pas souvent des éditeurs, là j'ai quand même envie de faire mention de NeoWiz, parce que c'est les mêmes personnes qui ont financé l'excellent Lies of P. Dans cet action platformer dystopique, vous incarnez un ancien soldat vétéran équipé d'un bras prothétique à grappin, qui constitue vraiment l'essentiel des mécaniques de gameplay. Et ce bras, c'est pas un simple gadget, c'est vraiment tout le gameplay qui va s'articuler autour de lui. Les déplacements, la résolution de puzzles, le combat, tout est fait avec une telle précision que ça rend chaque action incroyablement satisfaisante. Et l'excellent travail en pixel art rappelle des titres comme Katana Zero ou Dead Cells, mais là où Sanabi m'a vraiment cueilli, c'est grâce à sa narration. C'est juste fou ce qu'il arrive à faire, on s'y attend pas, on part sur un pitch assez simple et percutant, d'ailleurs l'intro met une claque d'emblée. Pourtant c'est vraiment sur la longueur que le titre brille le plus, en distillant ses mystères pour finir sur un plot twist qui est plutôt bien amené. Alors oui, le challenge est bien présent, et certaines phases demandent de la patience et de la précision, mais c'est exactement ce qui rend Sanabi si gratifiant. On sent que chaque réussite est méritée. Si la combinaison d'un gameplay gratifiant et d'une narration très travaillée est quelque chose qui vous parle, franchement, n'hésitez pas une seconde, ce titre c'est un petit bijou qui mérite un max de lumière. Je précise que le jeu n'est dispo que sur Switch et PC, mais si vous avez une de ces deux plateformes, foncez. If this is to be the end, then I will tell them of the... Que ce soit sur le papier ou en trailer, je dois avouer qu'Unshrouded m'a jamais spécialement paru très vendeur. On pense avoir affaire à un énième jeu de survie, craft, exploration, mais lors du lancement de son accès anticipé en janvier, les retours étaient excellents et ça m'a poussé à le tester. Et je dois dire que j'ai rapidement été happé par ce titre du studio allemand King Games, connu entre autres pour Portal Knights. Dans Unshrouded, vous incarnez le Flameborn, dernier espoir d'une civilisation déchue, évoluant dans le royaume d'Embervale, ravagé par une brume corruptrice qu'on appelle le voile. Votre mission va être de survivre, d'explorer, de combattre des créatures redoutables et de reconstruire un foyer dans ce monde hostile. Et là où le jeu s'illustre, c'est dans sa boucle de gameplay. C'est varié, c'est bien équilibré, c'est flexible et au final c'est très satisfaisant. Alors le titre propose une dimension survie, mais c'est jamais frustrant, c'est plutôt bien intégré. Et on a également un aspect construction plutôt poussé, bien intégré, ce qui va vraiment transcender le jeu en coop. Et il y a vraiment de quoi faire puisqu'on peut faire des groupes de 16 joueurs. Quant au système de combat, il est plutôt sympa, avec une légère approche Soulsborne, le tout baignant dans une composante sandbox très agréable. D'ailleurs, les développeurs ont cité Breath of the Wild comme source d'inspiration principale pour tout ce qui concerne le world building. Alors, je tempère vos ardeurs tout de suite en précisant que le jeu est toujours en accès anticipé et donc uniquement sur PC. Il est toutefois prévu sur console, et si vous aimez le genre, mais que vous êtes un peu saoulé par la saturation du marché de ce type de jeu, gardez quand même un œil dessus, il a ce petit truc en plus pour se distinguer. Alors là, on tape dans du jeu de niche bien vénère. Enfin, de prime abord, car on va le voir ensemble, mais ce titre se révèle bien moins clivant qu'il n'y paraît. Développé par Blackbird Interactive, le studio canadien derrière Homeworld 3 ou aux côtés de Mojang pour le récent Minecraft Legends, ce jeu nous plonge dans la peau d'un ferrailleur spatial chargé de démanteler des épaves de vaisseaux en gravité zéro. Et là, on peut s'arrêter au pitch de base et se dire ok, c'est dans la veine des machins simulators qui va nous faire des actions répétitives au possible, sans narration ni objectif long terme séduisant. Eh bien en fait pas du tout. Certes, l'architecture du jeu s'articule autour d'un gameplay de ce genre, mais à ce plat très classique s'ajoutent pas mal d'épices pour twister ses saveurs. Tout d'abord sa narration, sans être au niveau des jeux solo narratifs. J'aime cette façon qu'ont les développeurs de tirer une satire de notre société consumériste capitaliste, en nous plaçant dans la peau d'un humble travailleur accablé d'une dette vertigineuse auprès de la multinationale qui l'emploie, que même 10 générations entières de labeur ne parviendraient pas à effacer. Cette dimension narrative apporte une réflexion intéressante sur les conditions de travail et de l'exploitation. Ensuite, il y a son ambiance country des plus exquises sur fond de vide spatial intersidéral. Alors l'idée peut paraître farfelue, mais honnêtement, ça marche tellement bien. Et enfin, parlons de son gameplay. Le concept peut sembler simple, mais il est exécuté avec une profondeur impressionnante.
Armé de votre scie laser et de votre grappin, chaque mission vous demande de découper méthodiquement des structures de plus en plus complexes, tout en gérant des dangers tels que des réservoirs de carburant instables ou des systèmes électriques sous tension. La physique réaliste et l'attention aux détails rendent chaque opération à la fois stimulante et gratifiante. On débloque des vaisseaux de plus en plus imposants et complexes à démonter, et le tout sans générer de frustration car ils proposent une difficulté ajustable à volonté. Alors, si vous êtes méthodique, amoureux de la planification, rigoureux, limite maniaque, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Si vous connaissez la série des Oli Oli, alors probablement que vous connaissez déjà ce titre. Mais ok, je sais que là ça concerne peut-être 0,1% de mon audience, donc je vais développer un peu. Roller Drone, c'est une véritable bouffée d'air frais dans le paysage vidéoludique. Il est développé par le studio britannique Roll7, et vous l'aurez compris, mais il est donc à l'origine des jeux Oli Oli, qui sont des jeux d'arcade de skate en 2D au gameplay ultra addictif. Mais ici, Roll7 change légèrement de registre, car en plus de passer au roller, ils vont conserver cette architecture de jeu à score et le twister avec une mécanique de shoot à la troisième personne. Ouais, rien que ça. Alors oui, je le concède, c'est pas un concept facile à vendre. D'ailleurs, force à Private Division qui a pris le risque d'éditer ça. Et quand on entend la description du jeu pour la première fois, on se sent un peu comme au restaurant quand le serveur nous annonce que la spécialité d'établissement, c'est une poularde indienne farcie au criquet congolais sauté à la bisque de homard norvégien. Vous voyez le topo ? Mais passé la surprise, on goûte. Et là, c'est l'explosion en bouche. Alors voilà le pitch. Plongé dans une dystopie futuriste des années 2030, vous incarnez Kara Hassan, une athlète participant à un sport sanguinaire où les figures acrobatiques se mêlent aux fusillades intenses. On notera la forte inspiration du film Rollerball et on comprend vite que ces compétitions sanglantes sont une façade utilisée par les méga corporations afin de divertir et de contrôler les masses. Alors le gameplay est un savant mélange entre les tricks dignes de Tony Hawk Pro Skater et les gunfights rappelant énormément Max Payne avec ses fameux bullet time. Et je dois dire que ça marche trop bien, tout est fluide, instinctif et il n'y a aucun point de friction. Côté DA, je trouve ça juste magnifique. On dirait une BD tout droit issue des années 70. Et elle est savamment accompagnée par une bande son énergique et vibrante qui colle trop bien à l'action en fait. Alors je le conseillerais clairement pas à tout le monde, mais si vous aimez les jeux de glisse arcade et à scoring, donnez-lui une chance parce qu'il vaut vraiment le détour. Life to the living, death to the dead. Alors là, je vous préviens, on touche à une œuvre qui se tient fermement dans mon top 3 de l'année. Tout d'abord, c'est Dontnod aux commandes. Et bordel, qu'est-ce qui mériterait plus de succès? Pour rappel, ce sont eux derrière les deux premiers Life is Strange, mais aussi l'excellent Remember Me, le trop méconnu Vampire, ou encore le récent et brillant Jusant. Ces gens savent faire des putains de jeux vidéo quoi. Ok, je m'emballe, mais quand on a des gens aussi talentueux en France, et tout comme chez Arcane Lyon d'ailleurs, que l'on voit qu'ils galèrent et qui sont obligés de faire des compromis de dingue pour simplement continuer d'exister, ça me déprime. Mais concentrons-nous plutôt sur ce qu'ils ont accompli ici avec Banishers. L'histoire vous propulse en 1695, dans les contrées sauvages de l'Amérique du Nord. Vous incarnez Antea Duarte et Red McRace, un couple de bannisseurs dévoués à la protection des vivants contre les esprits tourmentés. Dès le début, leur mission à New Eden tourne mal. Antea devient une âme errante et Red doit choisir entre suivre son devoir de bannisseur ou tout risquer pour sauver l'amour de sa vie. Il se lance alors dans une quête désespérée pour la libérer. Cette histoire est tellement prenante et les personnages bénéficient tous d'une écriture soignée et juste. Même les quêtes secondaires, les fameux cas de hantise, sont d'une qualité d'écriture exceptionnelle. Honnêtement, je tire mon chapeau à toute l'équipe pour leur capacité à raconter des histoires aussi poignantes. J'ai été également happé par l'univers, qui est servi par une direction artistique sublime, des environnements détaillés et une ambiance sonore très juste qui renforce l'atmosphère mystique du jeu. Côté gameplay, le système de combat offre de nombreuses possibilités grâce au pouvoir d'Antea,
et aux armes variées de raid, qu'elles soient au corps à corps ou à distance. Mais il souffre d'un équilibrage hasardeux qui peut rendre ces phases un peu répétitives sur la longueur du jeu. C'est clairement dû à l'équilibrage un peu bancal qui donne l'impression d'affronter un peu trop souvent des sacs à PV. Bon, alors, j'ai fait le jeu à la sortie et il a peut-être été patché à ce niveau. Les développeurs semblent s'être inspirés de God of War, mais il leur manque encore quelques petites subtilités pour atteindre le niveau de Santa Monica. Mais malgré cela, ce titre propose une expérience vraiment marquante. Si vous cherchez une aventure poignante qui mêle émotion et mysticisme, Banishers est une œuvre qui restera gravée en vous. Franchement, foncez. Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. Every bloody time. La Super Terre, notre foyer. Prospérité. Liberté. Salut! Il n'y a clairement pas beaucoup de jeux multi dans ma liste, mais il était difficile de passer à côté de ce jeu en début d'année 2024, tant il aura fait le buzz. Et c'est vraiment bien pour Arrowhead Game Studios, d'autant qu'ils semblent vraiment dédiés complètement à leur production. Le premier Helldiver, bien qu'il était en vue top-down, était déjà excellent. Et d'avoir réussi cette transition à la 3D, c'est un bel accomplissement qui force au respect. Je suis essentiellement un joueur solo, vous l'aurez compris, mais j'aime avoir mes petites sessions multi entre potes, et quand ce Helldivers 2 est sorti, quel kiff! Des barres de rire à propager la démocratie dans toute la galaxie, le tout baignant dans un humour caustique qu'on jurerait tout droit sorti de l'esprit subversif de Paul Verhoeven. Le gameplay est plutôt bon et bien calibré pour la coop. De plus, il y a un petit peu de challenge à monter dans les derniers niveaux de difficulté. Mais bon, on y arrive quand même assez vite, et à sa sortie, je trouve que le titre manquait un peu de diversité, avec seulement 2 factions ennemies. La bonne nouvelle, c'est que les équipes bossent sans relâche pour ajouter du nouveau contenu, et même si j'ai pas encore pu la tester, la mise à jour de mi-décembre, Omens of Tyranny, ajoute enfin une 3e faction. Dans toute la galaxie. Alors, vous aussi. Devenez un héros. Devenez une légende. Devenez Helldiver. This planet is our chance to start a new life. Cocorico, un autre jeu français. Et oui, ce magnifique Heaven est tout droit sorti des petites têtes bien faites du studio montpelliérain The Game Bakers. J'aime ces développeurs qui ne se reposent jamais sur leur laurier. Ils créent, tentent, proposent, réussissent, puis repartent de zéro. Le précédent jeu, Fury, c'était un boss rush absolument splendide que j'ai adoré faire. C'était bourré de bonnes idées et il allait vraiment droit à l'essentiel. Est-ce qu'ils ont cédé à la facilité en faisant une suite ou un autre boss rush? Que nenni! Ils se sont dit ok, on va faire un jeu d'aventure, light RPG, focalisé sur la narration et sur la relation des 2 personnages principaux. Pas de boss vénère à affronter ici, juste de l'exploration chill, la découverte d'une exoplanète et une plongée dans le quotidien d'un couple très amoureux, Yu et Kei, contraints de fuir leur planète natale. Et devinez quoi? Ça marche de ouf! On se prend à vivre chaque petite scène entre eux, pressés de revenir à leur vaisseau pour découvrir une nouvelle tranche de vie. Le gameplay saupoudre l'expérience d'un léger aspect survie, de quelques combats qui rythment habilement l'aventure. Pour être honnête, rares sont les jeux à laisser un vide en moi après les avoir finis. Et Haven en fait clairement partie. Il m'a fallu plusieurs jours pour ne plus penser à Yu et Kei. Et quand je vous dis que ces devs ne tiennent pas en place, leur prochaine production c'est Kern. C'est un jeu d'escalade dont la démo est disponible sur Steam en ce moment, et c'est juste dingue. Quand je vous dis qu'ils savent tout faire. Attention, alerte banger. J'ai découvert ce titre, qui entre sans forcer dans mon top 3 de l'année, grâce au Steam Next Fest de février. Alors, ces événements se tiennent 3 fois par an et ont toujours une avalanche de démos à tester. Pour les devs, ça doit ressembler à une véritable rat race, alors j'envoie vraiment toute ma force aux indés qui se plient en 4 pour se faire remarquer. Mais pour les joueurs, c'est une très belle opportunité de découvrir des perles qui passeraient allègrement sous le radar sans ça. Bon, je dois quand même avouer que j'en avais déjà entendu parler parce que Exerve avait fait une belle preview en 2023 et je l'avais noté dans mon petit fichier Excel. Merci à lui pour ça. Et croyez-moi, ce Pacific Drive a tout pour marquer les esprits, car c'est vraiment une expérience vidéoludique unique en son genre. Ce titre mêle savamment la survie, l'exploration, la conduite, et le tout dans une ambiance post-apocalyptique terriblement captivante.
Alors oui, ça ressemble un peu à la poularde indienne farcie de Rollerdrome, mais je vous jure que vraiment c'est le feu. L'immersion est totale. Vous vous retrouvez au volant d'un break vieillissant et en fait, ce sera votre seul compagnon dans la mystérieuse zone d'exclusion olympique, une région du nord-ouest des États-Unis abandonnée depuis des décennies. Le concept est à la fois simple et innovant. Vous devez maintenir votre véhicule en état de marche tout en explorant une zone remplie d'anomalies et de dangers surnaturels. Chaque expédition vous pousse à gérer les ressources, à réparer et améliorer votre voiture, tout en découvrant les secrets enfouis de cette zone interdite. Les anomalies rendent chaque expédition vraiment unique. Les ressources changent, les conditions évoluent et les dangers se renouvellent tout en conservant une topographie inchangée. Et plus vous irez au centre de la zone d'exclusion, et bien sûr, plus les dangers seront vifs et menaçants. Entre chaque expédition, vous revenez à votre garage pour l'améliorer avec tout ce que vous avez collecté. Et puis, il y a ce côté très organique que je trouve vraiment incroyable. Il y a un bouton pour ouvrir la portière, un pour démarrer, pour allumer la radio, pour déclencher les essuie-glaces, allumer les phares, bref, il y a un bouton pour tout. Je sais que certains sont allergiques à ce type de gameplay, mais sur moi ça marche à fond. En parlant de radio, vous pouvez l'allumer quand bon vous semble et profiter d'une bande son qui colle divinement à l'atmosphère qui essaie de camper le jeu. Plusieurs fois, je me suis surpris à mettre le volume à fond et à juste rouler de nuit, sous la pluie en écoutant ce type de morceaux. Je vais pas épiloguer, vous savez maintenant ce que ce Pacific Drive a à vous offrir. Si vous êtes séduit, montez à bord, démarrez votre break et préparez-vous pour un road trip comme vous en avez jamais vécu. Voilà un petit jeu que je n'avais pas du tout vu passer en 2023. C'est grâce à un pote que j'ai découvert, donc je lui fais un petit coucou. Pourtant, je dédie pas mal de temps à surveiller la scène indépendante, mais celui-là, c'était carrément faufilé entre les mailles de mon filet. Et des mailles, vous allez en manipuler dans ce dredge. Vous vous retrouvez dans la peau d'un vieux marin fourbu, la peau tannée par le soleil et les embruns, qui arpente les mers afin de remonter toujours plus de poiscailles. Et suite à un naufrage, vous atterrissez dans un archipel mystérieux, où les habitants sont taciturnes, énigmatiques, mais surtout où il est fortement déconseillé de naviguer la nuit. C'est Black Salt Games, jeune studio néo-zélandais, qui a développé ce titre, et c'est également leur première production. Et oui, c'est déjà le 5e jeu de cette liste dans ce cas. Qui ose dire que les Indés ne sont pas pétris de talent? Je vais même plus loin, c'est pour moi l'antichambre de l'industrie. Un laboratoire où tous les esprits fertiles dessinent les AAA de demain. Mais revenons plutôt dans l'archipel des Maos. Votre mission principale est de pêcher diverses espèces pour les vendre, améliorer votre bateau et explorer toujours plus loin. Cependant, au-delà de la simple pêche, le jeu intègre des éléments d'horreur et de mystère, avec des créatures étranges et des phénomènes surnaturels qui se manifestent surtout la nuit. Je trouve la boucle de gameplay vraiment bien équilibrée. Elle combine des mécaniques de gestion, d'exploration et de survie. Vous devez gérer l'espace limité de votre cale, optimiser vos équipements et planifier vos sorties en mer en tenant compte évidemment du cycle jour-nuit. La nuit, des dangers invisibles rendent la navigation plus périlleuse, ce qui ajoute une dimension stratégique à vos expéditions. La direction artistique de ce dredge est un vrai bonbon et son ambiance visuelle aussi entre le calme apaisant des journées et l'oppression des nuits inquiétantes. La bande-son, quant à elle, composée par David Mason, est je trouve juste parfaite pour accompagner cette dualité d'ambiance. Et ça renforce notre immersion d'autant plus dans cet univers intriguant. Cette proposition est vraiment originale, soignée et immersive. Je vais d'ailleurs bientôt rembarquer pour le 2e DLC. Et vous larguez les amarres ou pas ? Down you go, oh bright sun. Time to let the night in. For my legs are heavy and feel is not inviting. Fan de SF et d'expériences narratives, ce jeu est fait pour vous. Come
Adapté d'un roman éponyme de l'auteur polonais Stanisław Lem, c'est le jeune studio de Star Wars Industries qui nous livre sa première production avec ce The Invincible. Si vous recherchez de l'action frénétique et un rythme effréné, vous pouvez utiliser le chapitrage sous la vidéo pour passer au prochain jeu, car ici, on est clairement dans le trip contemplatif. Vous incarnez Yasna, une astrobiologiste hautement qualifiée qui se réveille sur la planète inexplorée Régis 3. Vous avez visiblement subi un crash et vos souvenirs sont nébuleux. Votre mission est de retrouver les membres disparus de votre équipage, tout en faisant face aux mystères et aux dangers que recèle cette planète hostile. Plus qu'un jeu classique, The Invincible est un voyage introspectif qui nous pousse à réfléchir sur la fragilité de notre condition humaine, notre fascination pour l'inconnu et les dilemmes moraux qui accompagnent souvent la conquête spatiale. La narration jongle subtilement entre l'environnement, quelques rares dialogues, des journaux de bord trouvés ça et là et des transmissions radio. Dans ce jeu, on se sent seul, vraiment seul. Et la bande-son signée Brunon Lubas, désolé pour la prononciation, est tellement prégnante qu'elle exacerbe parfaitement ce sentiment de solitude et d'inquiétude qui nous saisit à mesure qu'on découvre ces terres hostiles. C'est un jeu assez court, il m'a fallu une dizaine d'heures pour le finir, mais j'en garde un souvenir vivace et je ne peux que vous encourager à tenter le voyage si vous êtes sensible à ce genre de proposition. Hide behind the dark woods while we're running barefoot. You will rise again tomorrow. Make the morning dew glow. Si j'ai un seul jeu multi à retenir cette année, c'est bien Hunt Showdown. Oui, je sais que le jeu est sorti en 2019, et je vous avoue que lorsque je suis tombé sur des vidéos de ce jeu en mars dernier, je me suis demandé comment j'avais pu passer 5 ans sans en entendre parler tant ce genre d'univers et de propositions m'inspire. Avec Hunt, on est loin des fast FPS à la Doom ou des multi-compétitifs arcade à la COD ou Apex Legends. Non, dans Hunt, c'est l'immersion qui est au cœur de la proposition. Dans Hunt, on traque, on piste, on chasse, on tente des embuscades, on tente de survivre. Le principe est simple, et pourtant, la formule tient presque du génie. On est dans du PvPvE, c'est-à-dire que non seulement on doit faire face à de vrais joueurs, mais en plus, on doit gérer des monstres contrôlés par l'IA. On recrute un chasseur, on lui achète des armes et de l'équipement, et on accepte un contrat. Ensuite, tout le plan, c'est de débusquer un des boss de la map en suivant des indices. Si vous êtes rapide, vous aurez le luxe de le trouver en premier, de le tuer et de le bannir. Mais attention, car le rituel dure longtemps. Très longtemps. Ce qui laisse tout le loisir aux autres équipes de vous trouver, de vous encercler et d'attendre patiemment que vous sortiez. Car une fois que le rituel est achevé, vous pouvez récupérer la précieuse prime que vous allez devoir extraire. Sauf que désormais, c'est tous les chasseurs de la carte qui peuvent savoir où vous êtes. Et la partie la plus difficile commence. Déjouez les embuscades, éliminez les chasseurs qui se dressent sur votre route, et frayez-vous un chemin pour atteindre un des 3 points d'extraction, et peut-être que vous survivrez assez longtemps pour encaisser la prime. Sinon, c'est la mort qui vous attend. Et dans Hunt, elle est extrêmement punitive, car vous perdrez tout ce que vous avez engagé dans le contrat. Votre chasseur, ses armes, son équipement, ses traits de spécialisation, votre argent, votre expérience, tout. Mais tout le plaisir réside dans ce choix de game design. Si vous cherchez un jeu multi où chaque partie est intense, où l'enjeu vous met une pression de dingue, alors enfilez votre trench coat poussiéreux et venez plonger dans l'enfer du bayou. Alors, changement complet d'ambiance avec ce titre. On a là un petit jeu indépendant très surprenant qui m'a vraiment cueilli lorsqu'il est sorti au printemps dernier. Développé par Agro Crab Games, ce titre propose une expérience Souls-like, encore une vous me direz, mais avec la particularité d'avoir choisi un Bernard l'Ermite comme protagoniste principal. Ouais, c'est pas banal. En répondant au nom de Krill, il se fait braquer sa coquille en gros au début du jeu, et ça tourne donc à la quête personnelle. Nu comme un ver, il ressemblerait presque à un crabe, donnant à l'aventure des airs de spin-off de La Petite Sirène où on incarnerait Sébastien. Toujours est-il que cette quête de la coquille va se transformer en odyssée pour sauver l'océan, ce qui sera le prétexte parfait
pour affronter tout un tas d'ennemis et éprouver ce système de combat plutôt efficace. Et les devs ont été malins, parce que l'idée générale est toujours d'arriver à capter l'attention, afin d'avoir l'occasion de montrer ce dont on est capable. Et ici, leur idée a été de proposer un gameplay exigeant, associé à un setting sous-marin cartoonesque et un personnage complètement improbable. Ça crée un contraste vraiment intriguant qui appâte le joueur. Et ensuite, la boucle de gameplay, plus le feeling des combats, sont suffisamment bons pour refermer le piège sur vous. Ce que je salue par-dessus tout, c'est la thématique sous-jacente du titre. Alors bien sûr, le pitch de base un peu grotesque sert de parfait héros pour une aventure drôle et légère, mais ça sert finalement de cadre pour mettre en lumière, par sa narration et ses mécaniques de gameplay, le désastre écologique de la pollution des océans. Et pour ça, c'est un grand bravo au studio de Seattle. Quelle belle surprise que ce Prince of Persia. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le retour du prince de Perse m'a enthousiasmé. Tout d'abord, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de ces nouvelles, surtout après l'échec de l'annonce du remake des Sables du Temps en 2020, rappelez-vous. Et là, même si finalement on n'incarne pas le prince, c'est quand même un retour aux affaires de la licence. Ensuite, parce que c'est Ubisoft Montpellier qui est aux commandes, le studio où a œuvré pendant des années Michel Ancel, le papa de Rayman et Beyond Good and Evil. Et puis ce retour fait plaisir également parce qu'au fil des ans, Ubisoft n'en finit plus de s'embourber. Entre une politique d'exploitation de masse de ses licences, des cas récurrents et aggravés de management toxique, des tendances ultra prononcées sur l'inclusivité qui les place forcément au cœur de l'infini et délétère débat sur le wokisme, le studio est devenu la cible d'un célèbre mouvement populiste qu'on nomme l'Ubisoft bashing. Bon, je veux surtout pas politiser cette vidéo, alors je vais passer au dernier élément qui m'a fait aimer ce retour de la licence Prince of Persia. C'est que ce Metroidvania est un jeu incroyable, mes amis. Le game feel est génial, on a un gameplay précis et nerveux, assisté par des feedbacks excellents, et c'est un vrai plaisir de se déplacer avec Sargon. Les devs ont abattu un taf vraiment dingue car les phases de plateforme sont aussi réussies que les combats, et en plus ils se sont permis d'ajouter des features innovantes pour la qualité de vie, comme cette possibilité de prendre en photo des passages bloqués sur la carte pour se rappeler plus tard d'y revenir une fois qu'on aura débloqué le pouvoir nécessaire. Bref, je vais pas épiloguer plus longtemps. Si vous aimez le genre Metroidvania et les jeux d'action plateforme en 2D en général, foncez, c'est une valeur sûre. Je suis conscient de rentrer beaucoup plus dans les standards en mettant ce jeu dans mon top 2024, mais ça aurait été vraiment malhonnête de ma part de pas l'y placer. Stellar Blade, je le suis depuis son annonce lors d'un PlayStation Showcase en 2021. Et à l'époque, il s'appelait pas Stellar Blade, il était dénommé Project Eve. Les phases de combat m'avaient direct tapé dans l'œil, et la hype pour le projet montait jusqu'à ce que j'en vois trop, et que les polémiques apparaissent. J'aime pas les polémiques. Donc du coup, je m'en suis progressivement détaché. Et de m'être coupé du jeu et de sa communication pendant quelques mois, ça m'a fait du bien. Et je me suis lancé sans a priori dans l'aventure quand il est sorti. Honnêtement, Shift Up a fait du très bon travail. Alors bien sûr, Eve est hyper sexualisée, et on se dit qu'avec le boulot monstre effectué sur la technique, le système de combat, les animations, le sound design, ou même la bande-son, ils n'ont pas besoin d'afficher leur héroïne de la sorte. Mais il faut quand même savoir que ça fait partie de l'ADN du studio. Toute leur production, ou presque, propose des héroïnes sexy et dénudées. Et qu'on apprécie ou pas ce choix, on ne devrait pas occulter tout le travail abattu pour accoucher de ce titre. Stellar Blade est clairement un très bon jeu. Bien sûr, il a ses défauts, et quel jeu n'en a pas. Je trouve le système de combat très travaillé, mais il y a des éléments qui me dérangent un peu en termes d'équilibrage, comme le contre, qui n'est pas mis assez en valeur pour moi. La narration est clairement mise de côté et l'écriture des personnages et de leurs dialogues sont minimalistes. Mais c'est un choix assumé. Et on le sait, créer une œuvre, c'est faire des choix, en permanence. La plus grosse erreur, à mon sens, c'est de vouloir en faire trop et de s'éparpiller. Et les Coréens de Shift Up ont parfaitement su tirer toute la quintessence de ce qu'ils savent faire pour mettre tout bout à bout dans ce Stellar Blade. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils pourront faire à l'avenir.
triche un peu. Je glisse 2 jeux en 1. Mais c'est la même licence et je les ai fait tous les deux en une semaine tout juste, donc vous m'en voudrez pas. J'avais repéré le premier Ghost Runner dès sa sortie en 2020, grâce à sa démo. Et 5 minutes de gameplay plus tard, le jeu m'était vendu. Ceci dit, je ne l'ai pas fait à la sortie. Vous connaissez sûrement le problème du backlog infini, plus l'actualité qui ne se tarit jamais, bref. C'est donc que 4 ans plus tard que je me suis décidé à le lancer. Et coup de chance, sa suite était dispo également. Donc en juin, je me suis engouffré les 2 opus dans le gosier presque sans mâcher. Qu'est-ce que c'était kiffant! Ce jeu était tellement ambitieux qu'il a nécessité la collaboration de 3 studios pour sortir tel qu'il est. L'univers cyberpunk est magnifique, la bande-son s'accorde divinement bien, le gameplay est nerveux, précis, jouissif. Non, sans déconner, moi c'est ce genre de jeu qui peut me faire rentrer dans la zone. Vous savez, ce moment où vous avez acquis suffisamment de maîtrise sur le gameplay pour dérouler une séquence parfaitement, où tout se passe comme vous le souhaitez. Le temps semble même ralenti et tous les éléments du jeu entrent en symbiose. Et on aurait pu craindre le pire pour le deuxième volet. Pas facile de se renouveler sur ce type de jeu. Eh ben non, aucune ombre au tableau. On retrouve la justesse et la nervosité du gameplay, légèrement pimpé pour apporter de la fraîcheur, mais très franchement, quand on accouche d'un système de mécanique aussi habilement imbriqué et équilibré, il n'y a pas besoin de tout révolutionner. Mais ils se sont quand même permis d'apporter d'autres features, comme les phases en moto, que personnellement j'ai beaucoup aimé. Allez, pour chercher la petite bête, je peux parler des rares missions en monde semi-ouvert qui étaient dispensables selon moi, mais il n'y a vraiment rien de rédhibitoire. En somme, si vous aimez les jeux nerveux qui mêlent phases de combat et de plateformes très intenses sur un rythme effréné, dans un univers délicieusement cyberpunk, ouvrez les vannes et kiffez. Alors ce jeu prend une place toute particulière dans mon cœur de gamer, et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai toujours été attiré par la licence Monster Hunter de Capcom, sans jamais franchir le pas jusqu'à ce que Monster Hunter World soit ajouté à la PS Plus Collection. J'y ai joué 1 heure, et au moment de choisir une arme sur les 14 disponibles, j'ai regardé quelques vidéos pour m'orienter sur YouTube. Ok, le tuto pour chaque arme durait plus d'une demi-heure. Ça m'a donné un peu le tournis et j'ai laissé le jeu de côté. Et puis est arrivé ce Wild Arts, développé par le studio japonais Omega Force, qui sont à l'origine de plusieurs beat'em up très connus comme les illustres Dynasty Warrior. D'ailleurs, petit aparté, mais Dynasty Warrior Origins, le prochain opus, sort très bientôt. Je vous laisse découvrir ça dans ma vidéo sur mes attentes 2025. Attack on Titan ou Samurai Warrior. Ce titre est un jeu de chasse aux monstres qui reprend les codes de Monster Hunter, mais qui s'est forgé une identité très forte, qu'elle soit artistique ou purement mécanique. Vous incarnez un chasseur ancestral et votre but est de traquer les Kemono, des créatures gigantesques. Plongé dans le monde d'Azuma, très fortement inspiré du Japon féodal, vous allez devoir faire appel à la technologie ancestrale du Karakuri. Le Karakuri est vraiment le cœur du gameplay. C'est une technologie ancienne qui permet de fabriquer en temps réel des outils pour se déplacer, comme des tremplins ou des tyroliennes, mais également pour chasser les Kemono. Et c'est là que le jeu brille. Chaque combat devient une gracieuse danse entre construction et destruction, ce qui offre des possibilités tactiques immenses. La coop jusqu'à 3 joueurs est possible, et d'ailleurs pour finir le jeu à 100%, vous en aurez probablement besoin, parce qu'en endgame, il y a quelques Kemono qui sont bien vénères. L'accueil du jeu a été un peu mitigé, mais c'est principalement à cause des problèmes d'optimisation. Sur PC, la fluidité est souvent mise à mal, même avec des configurations correctes, mais de mon côté, sur PS5, mon expérience a été plutôt smooth, et j'ai pas eu de soucis de framerate particulier. J'ai adoré Wild Arts. Son univers japonisant, ses monstres magnifiques, ses biomes variés, colorés. Mais surtout, et c'est la raison que j'avais évoquée un peu plus tôt, c'est que grâce à lui, j'ai enfin franchi le pas et plongé à corps perdu dans la franchise Monster Hunter. Mais si je devais vous conseiller Wild Arts, aimer Monster Hunter ne serait pas forcément un critère, car le titre d'Omega Force a sa propre identité qui s'éloigne beaucoup de son modèle. Le jeu est trouvable régulièrement à moins de 20 € en physique, comme en démat. Alors que vous soyez novice ou vétéran des jeux de chasse, vous n'avez aucune excuse pour ne pas découvrir l'univers enchanteur d'Azuma. World gone wild.
Et donc, vous l'aurez compris, mais après avoir platiné Wild Hearts, j'ai directement enchaîné avec Monster Hunter World et Monster Hunter Rise dans la foulée. En gros, j'ai passé tout mon été à chasser du monstre. Essentiellement destinés au marché japonais, les premiers Monster Hunter ont reçu un accueil mitigé en Occident. D'ailleurs, rares sont les joueurs occidentaux à avoir accroché directement à la licence. Et je serais curieux d'ailleurs de savoir s'il y en a parmi vous. Sur quel Monster Hunter vous avez démarré ? Quand on entre dans la sphère française Monster Hunter, on est amené à consommer du contenu de Xeleco, Migamash ou Oncle Sam. Et on sent toute la passion qui les anime, et c'est très contagieux. Alors progressivement, la franchise a touché de plus en plus de joueurs à travers le monde, jusqu'à l'apothéose en 2018 avec l'épisode World, qui s'est vendu à rien de moins que 25 millions d'exemplaires. Comme d'habitude avec les Monster Hunter, on alterne entre les propositions, et en 2021 débarqué sur Switch l'épisode Rise, qui a fini par atterrir sur toutes les plateformes. Évidemment, avec l'engouement populaire de la série, les jeux ont eu tendance à se casualiser, faisant un peu pester les amoureux de la première heure au passage, mais Capcom a, je pense, tout de même réussi un beau défi que de conserver son ADN tout en rendant ses jeux accessibles à plus de personnes. J'ai personnellement adoré World, et j'ai également beaucoup aimé Rise avec sa proposition plus arcade, ses déplacements et ses possibilités de combat accrues par les philoptères. C'est difficile pour moi de marquer une préférence nette entre les deux opus. Mais à l'issue de 3 mois intensifs de chasse aux monstres, je peux vous affirmer que j'étais comme un dingue à l'annonce de MH Wilds. J'ai poncé la bêta en long, en large et en travers en lui mettant, je crois, plus de 20 heures dans le cornet, et la date du 28 février est évidemment marquée d'une pierre blanche dans mon calendrier. Et vous de votre côté ? Je suis vraiment curieux, c'est quoi votre MH préféré ? Et surtout, est-ce que Wilds est dans votre top des jeux à venir ? Vous n'êtes sûrement pas sans savoir que c'est lui qui a raflé le titre de GOTY lors de la cérémonie des Game Awards le 12 décembre. Que l'on aime ou pas les jeux de plateforme, il faut bien lui reconnaître toutes ses qualités intrinsèques et elles sont vraiment nombreuses. Nicolas Doucet et ses équipes de la team Asobi ont vraiment abattu un travail admirable, je trouve, pour proposer une gemme polie jusqu'au moindre détail. Le gameplay est fluide et précis, la technique est parfaite, le jeu ne décroche jamais, c'est beau, ça pète de partout, et puis les idées quoi. Jamais avare ou paresseux, le titre nous propose sans cesse de nouvelles mécaniques à exploiter, de nouveaux level design, et le tout dans un enrobage, je me répète, mais juste somptueux. Autre gros point fort, c'est son utilisation de la DualSense. Tout comme son aîné Astro's Playroom, il en est le parfait ambassadeur, tant les retours haptiques et les gâchettes adaptatives sont exploités avec brio. D'ordinaire, je suis pas un grand fan des vibrations, mais sur ce jeu, c'est une dinguerie. Ensuite, il y a un vrai clin d'œil pour les amoureux de la marque PlayStation. C'est un bonbon pour les yeux et les oreilles tant les développeurs mettent en valeur les licences phares de la marque de manière habile et amusante. J'ai personnellement été biberonné aux platformers dans les années 90 et donc forcément c'est un genre qui me parle. Mais au-delà de ça, c'est tout l'amour et la passion du jeu vidéo qui transpire de cette production qui me rend admiratif. De plus, ce genre de jeu est parfait pour créer un pont d'ordre entre les générations de joueurs. Lorsque je regarde mon fils poser ses mains sur la manette, des étoiles plein les yeux, je trouve ça magique. En somme, que vous soyez un vieux briscard des années 90 ou un jeune joueur découvrant cet univers pour la première fois, Astrobot est un hommage vibrant et une authentique lettre d'amour aux jeux vidéo, à côté de laquelle il serait dommage de passer. Good morning, Stanley. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive day. Développé par Parallel Studio et édité par Quantic Dream, ce titre vous plonge dans l'immensité sous-marine de la mer du Nord. Vous incarnez Stan, un plongeur professionnel qui travaille pour le compte de la société Unitrench. Frappé par une des pires épreuves qu'un être humain puisse affronter, il cherche refuge dans son travail. Under the Waves vous propose donc de vivre le quotidien de Stan lors d'une mission sous-marine longue durée. Le propos du jeu met en avant des thèmes assez marquants comme le deuil, l'isolement ou la résilience. Le gameplay met l'accent sur l'exploration sous-marine, avec des tâches quotidiennes à accomplir pour le compte de la société Unitrench. Il y a une légère composante de collecte d'objets et de crafting qui permettent de découvrir les éléments narratifs qui dévoilent progressivement le passé de Stan, ainsi que les véritables intentions de son employeur.
La direction artistique du jeu, quant à elle, offre une atmosphère très immersive, et malgré la taille modeste de la zone explorée, l'immensité des profondeurs nous saute aux yeux. Une bande sonore envoûtante signée Nicolas Bredin renforce avec brio la solitude et la mélancolie de Stan. La jeunesse du projet est portée par une volonté de sensibilisation écologique. Et c'est ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est que le message est transmis sans forcer ni donner de leçons. On nous montre simplement l'état des fonds marins, et la prise de conscience de Stan au fil du jeu accompagne subtilement le joueur à suivre le même cheminement. C'est smart, et les devs ne perdent pas de vue pour autant le côté ludique de leur œuvre, car elle propose une structure bien travaillée et un gameplay qui, sans rien révolutionner, reste tout de même très agréable. J'ai trouvé la narration poignante et l'expérience très immersive, et je peux vraiment que vous conseiller ce jeu si vous êtes sensible à ce type de proposition. Are you there? At last! The bell has tolled on the age of the console. J'attendais beaucoup cette suite. Je fais partie de ceux qui avaient découvert le jeu original en 2012, à l'époque sur 3.6. Déjà, j'avais été happé par son univers organique et sa manière unique de nous immerger dans un monde vivant et cohérent. Alors évidemment, l'annonce de ce deuxième opus m'avait instantanément hypé. Mais je l'ai pas fait à la sortie en mars, car un autre jeu, Rise of the Ronin, avait ma priorité pour un achat Day One. Comme vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo, il se retrouve pas du bon côté de mon classement. C'est finalement en fin d'année que je me suis procuré Dragon's Dogma 2, et je l'ai littéralement dévoré. On s'est beaucoup demandé si cette suite était une vraie suite, ou bien la version rêvée du premier opus, rendue possible grâce aux avancées technologiques. Honnêtement, je dirais que ça importe peu pour le joueur. Que vous soyez novice sur la série ou vétéran comme moi, le plaisir de la découverte reste intact. L'univers de Dragon's Dogma 2 est fascinant, car tout y semble organique. Le jeu nous immerge dans un monde si bien conçu qu'on oublie complètement les mécaniques qui le sous-tendent. On explore librement, guidé par le feeling, découvrant des points d'intérêt, sans qu'aucun marqueur nous dise où aller. Le système de combat est particulièrement satisfaisant, grâce à une physique plutôt convaincante. Attraper un ennemi pour le projeter dans le vide, ou escalader les créatures gigantesques pour les attaquer, ça procure toujours autant de plaisir. Le monde est vaste, immersif et varié. On peut passer des heures juste à l'explorer sans jamais ressentir de lassitude, car il s'y passe toujours quelque chose. Bien sûr, le système de pion est de retour, et il a vraiment rien de gadget. Non seulement ils enrichissent le gameplay, mais ils jouent aussi un rôle dans votre apprentissage des mécaniques du jeu et dans votre découverte de l'univers. Certes, le jeu a connu des problèmes d'optimisation sur PC à sa sortie, mais avec les patchs, il me semble que tout est rentré dans l'ordre. Pour ma part en tout cas, sur PS5, j'ai vraiment eu aucun souci. En bref, Capcom a réussi à bonifier l'expérience qu'ils avaient proposée dans le premier jeu. Si vous n'êtes pas réfractaire à une interface un peu austère ou à un game design exigeant, Dragon's Dogma 2 a pas mal d'atouts pour vous séduire. I would gladly pass all the wisdom I possess into your hands. Évidemment, on ne peut pas jouer qu'à des bons jeux. On prend forcément le risque d'être déçu, mais également surpris en bien, en découvrant un nouveau jeu, et c'est d'autant plus vrai en fonction du niveau de nos attentes. Pour ma part, lorsque je n'attends rien d'un jeu, je peux pas être déçu en fait. Au pire, j'y accroche pas, et les défauts qu'il a prennent trop de place à mes yeux face à ses qualités, et je le laisse de côté. C'est assez rare que je finisse pas un jeu, car même s'il est moyen, je me dis que les développeurs méritent que j'aille au bout pour voir ce qu'ils ont livré sur la totalité de l'œuvre. Bon, et puis j'ai cet esprit de complétionniste qui me taraude et qui me pousse à aller au bout des choses. En revanche, lorsque je place pas mal d'attentes sur un titre, j'ai forcément plus d'emphase sur mon expérience et je peux être déçu comme ça a été le cas pour les 5 jeux que je vais vous énoncer brièvement. Je ne vais pas revenir en détail sur chacun, mais plus énoncer ce qui a cristallisé ma déception. Car ce sont pas des mauvais jeux en soi, loin de là. Je pense même que certains peuvent être dans le top de pas mal de joueurs. On attaque avec ma première déception de l'année qui fut Rise of the Ronin. Je l'ai évoqué tout à l'heure, j'avais beaucoup d'attentes sur ce jeu car j'adore les productions de la Team Ninja et leur dernier jeu en date, Wulong Fallen Dynasty, m'avait énormément plu et donné beaucoup d'espoir pour la suite. Malheureusement, le studio s'est un peu perdu en proposant un monde ouvert qui ne fait que diluer le rythme et la structure du jeu, et un système de combat que je trouve trop fourni et brouillon. Ça n'engage que moi, mais ils ont rajouté des niveaux de difficulté, ce qui est une bonne chose en soi, mais j'ai l'impression que ça leur a donné pas mal de soucis pour équilibrer l'ensemble. Et ils ont voulu trop en faire sur la profondeur des builds. Bref, je l'ai fini, j'ai pas passé un mauvais moment, mais
J'en attendais tellement plus que c'est finalement une déception pour moi. Ensuite, j'ai envie de vous parler du retour tant attendu de Top Skin. Ensuite, j'ai envie de vous parler du retour tant attendu de Top Spin 2K25. Pratiquant le tennis, j'ai forcément la série de Top Spin dans mon top des jeux de sport. Et pour moi, cette nouvelle itération n'a rien à voir avec l'ADN original des anciens Top Spin. On sent qu'il s'agit d'une commande de 2K pour surfer sur l'attente démesurée de la communauté qu'il pouvait y avoir autour d'un revival de la licence. Mais plein de choses ne vont pas. Le gameplay n'est pas déconnant, on retrouve la variété et la précision des coups, mais il était mal équilibré à sa sortie. Et même si, sur le papier, de nombreuses situations diverses sont possibles, on retrouvait fatalement des schémas de jeu faméliques et systématiques. D'ailleurs, au bout de tout juste 3 jours, tout le monde ne jouait plus que Sharapova en ligne, car la stat de puissance était de loin la plus impactante en jeu. Et je finirai juste par parler de cette foutue connexion obligatoire. Alors pour jouer online, c'est normal, mais pour jouer en carrière, c'est un scandale. D'ailleurs, le suivi du jeu a rapidement été avorté, et on devine que les serveurs seront très rapidement coupés, empêchant purement et simplement de jouer à son jeu en solo. Bref, passons au jeu suivant parce que je commence à me mettre en colère. Le jeu suivant est une mini déception. Il s'agit du très beau et très cinématographique Hellblade 2. Oui, je le reconnais, le jeu est à tomber. Mais il se passe rien chez moi quand j'y joue. Ça me laisse de marbre, alors que j'avais beaucoup aimé Senua's Sacrifice. Là, j'ai l'impression qu'il fallait à tout prix en faire une vitrine technologique et que la narration et le gameplay ont été négligés. C'est mon sentiment et je comprends totalement que certains aient pu l'adorer. Mais sur moi, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, pour ma 4ème déception, c'est pas du tout un jeu d'actualité puisqu'il est sorti en 2022. Mais j'ai tellement aimé Gearbox Software et les 2 premiers Borderlands que j'espérais beaucoup de ce spin-off. Il s'agit de Tiny Tina's Wonderlands et ça a été une purge pour moi, mais vraiment, au point que j'en suis venu à avoir peur pour ce studio et à me demander ce qui s'était passé. Je sais pas si c'était une équipe bis qui était en charge du projet pendant que l'équipe principale bossait sur Borderlands 4, mais ça me fait peur pour ce dernier. D'ailleurs, lorsqu'il a été annoncé au Game Awards, ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre et ça m'attriste un petit peu. Brièvement, ce qui m'a dérangé dans Tiny Tina's Wonderlands, il est chiant ce nom, c'est que j'ai l'impression d'avoir un melting pot de tout ce qu'a déjà fait le studio auparavant, mais sans rien de neuf. L'humour m'a pas du tout parlé et pourtant je suis un fan de la première heure de Claptrap, mais là j'ai trouvé ça plat et fade et le gameplay ennuyeux et redondant à mourir. Alors s'il y a des fans du jeu dans la salle, vraiment no offense, c'est juste que j'ai beaucoup consommé les productions de Gearbox et probablement que je sature. Et pour finir ce top 5 de mes déceptions en 2024, je vais citer à regret Star Wars Outlaws. Son annonce m'avait vraiment enthousiasmé, j'aimais beaucoup le personnage de Kay Vess qui avait l'air bien badass et donnait l'impression qu'on avait droit à un Han Solo en femme. Mais le développement de Kay est très marginal et même si je la trouve cool, je m'y suis pas attaché comme je l'aurais voulu. Je salue largement le travail de Massive, qui redresse progressivement les travers que l'on connaît Ubisoft sur ses mécaniques surexploitées. Il y a de gros efforts pour dynamiter ces structures de jeu vieillissantes, mais à mon avis, ils doivent encore se payer des cahiers des charges de l'enfer et ne pas avoir toute la latitude dont ils rêveraient. Le jeu m'est tombé des mains pour 2 raisons. Déjà, en mode performance sur PS5, il était littéralement hideux. Je suis vraiment pas regardant sur la technique, mais là, les textures étaient floues as hell. J'avais l'impression d'être tiré une image en 480p sur mon écran 4K. Et ensuite, j'avais un problème sur la conduite du speeder. Je supporte pas quand la caméra s'auto-aligne avec l'horizon, et on pouvait pas changer cette option, même 1 mois après sa sortie. Alors le jeu a reçu de nombreux patchs, ce qui prouve qu'encore une fois, on laisse pas les devs finir leur travail. Quand je m'y remettrai pour le finir, le jeu sera certainement sous un nouveau jour, mais le mal est fait pour son image. C'est tellement dommage de s'aborder autant de moyens humains, de travail et de talent pour respecter des deadlines économiques. Enfin voilà, je me suis débarrassé de l'épine dans le pied, on peut maintenant passer à mon GOTY. Je trouve difficile de comparer les jeux tant les expériences qu'ils proposent peuvent être différentes. C'est pourquoi j'ai du mal à faire des classements. Mais si je devais en choisir un seul qui m'a littéralement subjugué cette année, ce serait sans conteste Nine Souls. Cette œuvre m'a procuré les sentiments les plus intenses en 2024. Que cela soit par sa narration, ses personnages attachants, son univers magnifique, ou encore, et essentiellement, son gameplay absolument jouissif. Il y a tellement à dire sur cette pépite que condenser une critique qui m'a demandé près de 20 000 caractères sur mon test écrit, que je vous invite à aller lire sur le site de PSTHC,
me paraît impossible dans cette vidéo sans qu'elle ne dure une demi-heure de plus. Si je devais vous donner envie de découvrir ce joyau, je dirais que Nine Sols parvient à capter toute la quintessence de chaque jeu dont il s'inspire. Les développeurs ont imaginé un genre unique qu'ils ont appelé le Tao Punk, mélange parfait de mythologie chinoise traditionnelle et de touches cyberpunk. Et ce cadre offre une richesse esthétique et thématique rarement atteinte. Pour un Metroidvania, on s'attend pas à ce qu'un jeu soit tant développé sur sa narration et l'écriture de ses personnages. L'intrigue et le développement des protagonistes deviennent un moteur aussi puissant que la découverte de l'univers et du gameplay. D'ailleurs, ce gameplay, parlons-en. C'est fluide, c'est chorégraphié, servi par des animations ultra propres et des feedbacks d'une précision remarquable. C'est tellement abouti dans l'imbrication de ces mécaniques que même si l'apprentissage prend un certain temps, la maîtrise qui en découle est d'une gratification assez rare. Le jeu se livre à une métaphore subtile mais percutante de notre société moderne en dénonçant intelligemment ses dérives. C'est littéralement brillant. Et enfin, il faut pas oublier de mentionner les boss qui sont, pour une bonne majorité, de vrais bonbons pour les yeux, les doigts et les oreilles. Les affrontements sont mémorables et procurent des sensations qui figurent au sommet du panthéon des boss de Metroidvania. Pour moi, Nine Sols est bien plus qu'un jeu. C'est une œuvre qui restera gravée à jamais dans ma mémoire. Red Candle Games. Retenez bien ce studio taïwanais. Ils ont de l'or dans les doigts, et si le genre vous plaît, vous ferez bien de découvrir cette pépite, car leur prochaine production sera, à n'en pas douter, un nouveau chef-d'œuvre. Et voilà, on y est. Une longue vidéo s'achève. Très longue, trop sûrement. C'est pas bon pour la rétention et donc pour le développement d'une chaîne. Mais je pense que c'est important de prendre le temps de dire les choses. On a trop de contenu TikTok qui saborde littéralement notre attention. Moi j'ai envie qu'on me raconte des histoires et qu'on prenne le temps de bien le faire. Un peu à la manière de l'excellent The Great Review que je vous recommande si vous le connaissez pas. Alors c'est pas forcément le type de contenu vers lequel je tends, hein. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu et permis de découvrir des jeux et peut-être même donner envie d'en faire certains. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir, c'est pas une histoire d'algo. J'adore parler et échanger avec les autres et d'autant plus quand il s'agit d'une de mes passions. Cette vidéo m'a pris tellement de temps à produire qu'on est déjà en 2025 et j'avais commencé à la monter fin décembre. Donc je vous souhaite une excellente année, à vous et à vos proches. Que vous soyez en bonne santé et en mesure de profiter de tout ce que la vie a à offrir. Si vous aimez ce que je fais, prenez le temps de mettre un petit like, de partager la vidéo et de vous abonner. Vous connaissez la chanson, hein, mais vous n'imaginez pas à quel point ça change la donne pour une petite chaîne. Sur ce, portez-vous bien, on se retrouve bientôt sur la chaîne. Bye.